Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers assez particulier de Walter Russell et son livre The Universal One. Oui, un ouvrage qui date de 1927 quand même. Exactement. L'objectif, c'est d'explorer un peu sa cosmologie, cette idée d'un esprit unique d'où tout découle, et où la lumière serait fondamentale. C'est ça. Et où la connaissance, elle ne s'acquiert pas, elle se récollecte. Une idée forte. Ah oui, ça interpelle. C'est une vision qui, on peut le dire, bouscule pas mal nos repères scientifiques habituels, non? L'idée que la matière, ce serait juste de la lumière enregistrée? Carrément. Et c'est vrai qu'à sa sortie en 1927, le livre a été, disons, reçu de manière assez mitigée, justement parce qu'il allait à contre-courant. On imagine. Mais ce qui est fascinant, c'est cette ambition de Russell de vouloir créer une sorte de, comment dire, science de l'esprit. Une tentative pour décrire tout l'univers, du spirituel au matériel, avec ses propres lois. Bon, alors commençons par le cœur du réacteur, cette unité fondamentale. Pour Russell, tout est esprit. Une seule substance. C'est ça. Une substance unique, immuable. Et tout le reste, la matière, l'énergie, même la lumière, ce ne sont que des états de mouvement de cette substance. Des apparences, en quelque sorte. Un peu comme l'eau, qui reste H2O, qu'elle soit glace, liquide ou vapeur. C'est une bonne image, ça. Oui, c'est une bonne analogie. L'idée radicale derrière, c'est que la séparation qu'on voit partout autour de nous, eh bien, ce serait l'illusion fondamentale, le maya, comme ils l'appellent parfois. D'accord. Donc rien n'est vraiment séparé. Exactement. Tout est interconnecté. C'est une idée qu'on retrouve dans pas mal de traditions, c'est vrai, mais Russell essaye de lui donner une base presque scientifique, avec des cycles, des équilibres. Et cet esprit unique, il n'est pas statique, il pense. Ah oui, ça c'est crucial. L'univers serait le produit de la pensée de cet esprit. Et cette pensée, ce n'est pas abstrait, c'est un processus dynamique, rythmique, électromagnétique, selon ces termes. C'est là que ça devient vraiment contre-intuitif, je trouve. Comment la matière naît de ça? Par le jeu des opposés en mouvement. C'est son concept de motion in opposition, un cycle constant de création et de dissolution, de génération et de radiation. Une sorte de respiration? Oui, voilà, une respiration cosmique. D'un côté, une force qui attire, qui concentre, qui crée. Il lie ça à l'électricité, au masculin. De l'autre, une force qui repousse, qui disperse, qui dissout, liée au magnétisme, au féminin. Et c'est leur danse qui crée tout. C'est ça. Autour d'un point d'équilibre, un point zéro. D'ailleurs, il inverse un peu les rôles par rapport à la physique classique. L'électricité attire, intègre, et le magnétisme repousse, dissout. Il parle d'un pendule cosmique aussi, non? Pour illustrer cette oscillation? Exactement, entre concentration et expansion. C'est une image récurrente chez lui. Mais alors, comment il justifie cette vision qui va quand même à l'encontre de beaucoup de principes physiques établis? Surtout par la cohérence interne de son système, et selon lui, par l'observation directe de la nature, des formes, des cycles. Pour lui, c'était évident. Et il applique ça aux éléments chimiques. Comment ça marche? Ah oui, c'est passionnant. Pour lui, les éléments, ce ne sont pas des substances fondamentalement différentes, ce sont plutôt comme des notes. Des notes, comme en musique. Précisément, des notes sur une immense gamme cosmique qu'il appelle le cycle de 10 octaves. 10 octaves. Oui, imaginez un clavier cosmique géant. Chaque élément, hydrogène, carbone, etc., serait une touche définie par sa position dans ces octaves, par son état vibratoire spécifique. Pression, température, densité. D'accord. Et ces fameux graphiques, c'est pour montrer ça? Son tableau périodique revisité? Exactement, ces graphiques très complexes tentent de cartographier cette organisation cyclique. Et l'idée forte derrière, c'est que si tout est énergie, structurée en mouvement, alors la transmutation des éléments, elle devient théoriquement possible. Il suffirait de changer leur note, leur état vibratoire. Ça donne une vision très ordonnée, presque musicale de l'univers. Tout à fait. Et cette structure, cette idée de fréquence et d'octave, il l'étend même à la connaissance. Ah oui, le fameux recollecter la connaissance. Pas l'acquérir de l'extérieur, mais la retrouver à l'intérieur. Voilà, c'est sa critique de la science de son époque, trop focalisée sur les sens, les instruments, qu'il juge limités, trompeurs même. Il ne capterait que l'illusion. C'est un peu l'idée. Pour comprendre la vraie réalité, il faudrait développer ce qu'il appelle une conscience cosmique, apprendre à penser en lumière. Penser en lumière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? S'accorder à la fréquence de l'esprit universel. Atteindre des octaves de pensée plus élevées, au-delà des filtres sensoriels. Pour lui, la connaissance est déjà là, en nous,
puisqu'on fait partie de cet esprit. Il faut juste y accéder. L'intuition, l'inspiration seraient des formes de cette récollection. Bon, si on essaie de synthétiser tout ça, on a un univers qui est unifié, conscient. Sa substance de base, c'est la lumière. Son expression, c'est le mouvement, rythmique, cyclique. Et le tout est orchestré par un esprit unique qui pense. C'est une excellente synthèse. Une perspective où la conscience n'est pas un produit dérivé de la matière, mais sa source même. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Si la réalité qu'on touche, qu'on voit, si tout ça n'est qu'une illusion créée par des états de mouvement, comme le dit Russell. Quelle vérité stable on peut bien trouver? Où est le roc? Exactement. Et puis, cette idée de recollecter la connaissance, si on la prenait au sérieux, comment ça pourrait changer notre façon d'apprendre, de créer, de chercher à comprendre le monde? Ça invite à réfléchir, c'est sûr, sur la nature même de notre perception, et peut-être sur les limites des modèles qu'on utilise aujourd'hui pour décrire ce qui nous entoure. De quoi méditer un peu.